Bonsoir. Au nom du Conseil des gouverneurs et du président du Centre de recherche pour le développement international, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à notre 7e Assemblée publique annuelle. Avant de vous entretenir de la manière dont le CRDI investit intelligemment dans les solutions dans le but d'atteindre ses objectifs, je tiens à vous signaler que l'interprétation simultanée est offerte en français et en anglais. For English, please. Français, veuillez vous servir du poste 3. So on behalf of the Board of Governors and the President of IDRC, au nom du Conseil des gouverneurs et du président du CRDI, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à notre 7e Assemblée publique annuelle. Avant de vous entretenir de la manière dont le CRDI investit intelligemment dans des solutions dans le but d'atteindre ses objectifs, je tiens à vous signaler que l'interprétation simultanée est offerte en français et en anglais. Numéro 3 pour l'anglais et 4 pour le français, pardonnez-moi. I would like to mention... J'aimerais vous mentionner également que des écouteurs peuvent être trouvés au fond de la salle si vous n'avez pas vos écouteurs. Bande vidéo et qu'elle pourra être visionnée sur notre site Internet. Une période de questions suivra les présentations de nos conférenciers. And please note that this meeting is being... Veuillez noter que l'Assemblée est enregistrée sur bande vidéo et qu'elle pourrait être visionnée sur notre site. Une période de questions suivra les présentations de nos conférenciers. Vous rencontrer. Our governors and our staff will then be available to meet with you. Puis, nos gouverneurs et employés pourront vous rencontrer. Et maintenant, j'aimerais vous présenter l'honorable Monty Solberg, le président par intérim du Conseil des gouverneurs, qui présidera cette réunion. Monty. Merci beaucoup, Joanne. Bon après-midi, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion. Nous avons l'occasion de parler aux Canadiens de notre travail. Le CRDI finance la recherche et l'innovation dans les pays en développement pour faire face aux défis urgents et pour faire face aux priorités politiques étrangères du Canada. Ces efforts mènent à des personnes en santé, des revenus plus élevés, de meilleures occasions. Grâce au CRDI, le Canada améliore l'indépendance des institutions dans les pays alors que ces pays s'attaquent à leurs propres défis. Nous soutenons de nombreux pays dans leurs efforts pour trouver des solutions permanentes qui amélioreraient leur vie. Au nom du Conseil, j'aimerais féliciter le nouveau ministre du Développement international, l'honorable Marie-Claude Bibeau. Je me suis joint au Conseil du CRDI en 2009 et je suis le président par intérim depuis le début de l'année dernière. À mon époque, au Conseil, j'ai eu l'honneur de servir avec des individus remarquables qui ont contribué au succès de cet organisme absolument remarquable. Dans l'année dernière, 2 gouverneurs ont quitté à la fin de leur mandat. J'aimerais remercier Cindy Termon-Schweisen et Sarah Fountain-Smith pour leur contribution formidable. C'est notre honneur de souhaiter la bienvenue à de nouveaux gouverneurs, Scott Gilmore, Alana Heath, Shenur Koja et notre membre international, Uri Rosenthal, des Pays-Bas. Merci beaucoup de votre présence, je l'apprécie grandement. L'année a été exceptionnelle, il y a eu des réalisations exceptionnelles. Le 1er avril, nous avons lancé un nouveau plan stratégique d'inspiration qui orientera le travail du Centre au cours des 5 prochaines années. C'est une feuille de route pour notre organisme. C'est un modèle pour d'autres sociétés d'États et je vous encourage à lire ce plan stratégique. Ce plan stratégique porte sur la détermination de faire une différence de façon plus importante. Le CRDI s'est toujours concentré pour accomplir des résultats concrets. La recherche que nous soutenons est beaucoup trop importante pour la rendre invisible. Mais maintenant, la barre est haute. Pour la première fois, nous nous engageons spécifiquement de s'assurer que la recherche financée par le CRDI mène à des changements de grande échelle et
aide le plus de personnes possible. Laissez-moi vous donner un exemple très fort dans la façon dont notre travail a le potentiel d'avoir des répercussions très importantes et nous avantager tous. Nous avons mis fin au virus de l'Ebola et c'est tout à fait essentiel pour les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont souffert le plus lors de la crise. Pourtant, il est tout à fait essentiel à la sécurité du Canada et de la santé des Canadiens. Le CRDI a eu la capacité de se joindre à des efforts mondiaux pour empêcher des éclosions futures de ce virus mortel. Nous avons établi des partenariats au soutien à l'essai clinique en Guinée. Plus spécifiquement, le CRDI gère la collaboration canadienne sur les efforts du vaccin de l'Ebola et en aidant à augmenter l'expertise des équipes des recherches de l'Afrique de l'Ouest. Cela porte sur nos objectifs stratégiques afin de soutenir des individus exceptionnels qui deviendront des leaders. On offre des occasions à des personnes talentueuses à se faire connaître dans le monde et ce qui renforce les sociétés, ce qui crée également des relations avec le Canada, ce qui s'aligne avec notre troisième objectif stratégique, c'est-à-dire d'augmenter nos collaborations avec des partenaires existants et nouveaux afin d'étendre la portée de notre travail. Dans quelques moments, vous allez entendre parler de la collaboration du vaccin de l'Ebola d'un de nos directeurs de programme, Dominique Charron. C'est un des nombreux exemples, des nombreuses occasions que poursuit le CRDI avec les bons partenaires pour offrir ces changements à grande échelle. Et ces changements sont positifs. Aucun de ces succès ne peuvent survenir sans le dévouement de personnes qui travaillent très fort. Le CRDI embauche 400 personnes à Ottawa et dans 4 bureaux régionaux, Nairobi, New Delhi, Montevideo et au Caire. Dans le dernier exercice financier, le personnel du CRDI a maintenu ou a lancé 733 projets de recherche et a géré un budget de près de 259 millions de dollars. Je suis ravie maintenant de vous présenter le président Jean Lebel qui mène le CRDI depuis les 3 dernières années. Jean est un spécialiste en agriculture et en salubrité des aliments qui s'est joint au CRDI il y a 19 ans, une peine maximale, et il a aidé à la réputation du centre. J'invite Jean à parler davantage sur la façon dont le centre va vers ses objectifs stratégique. Jean. Donc, j'ai une peine maximale, mais heureusement, on ne m'a pas envoyé la chaise électrique. Écoute, je vais utiliser les 2 langues officielles. Et merci Monty, thank you very much Monty for this. Merci beaucoup Monty de cette belle introduction et de votre présentation jusqu'à maintenant. Remercier d'être là ce soir et reconnaître, comme tu l'as fait, Monty, les gouverneurs du CRDI qui sont avec nous ce soir, mais je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour que les gens puissent vous reconnaître. Governors that are in the room. Les gouverneurs, voici les gouverneurs, les membres de notre conseil. Je vous souhaite la bienvenue. Merci les membres du corps diplomatique et du gouvernement canadien qui sont avec nous ce soir, dont de nombreux amis qui nous supportent depuis des années au CRDI. Je suis enchanté d'être ici ce soir pour vous faire part de quelques-unes des réalisations qui ont marqué l'année au CRDI. Et ceux qui me connaissent savent que c'est un travail extrêmement difficile à faire parce qu'il y en a beaucoup de réalisations. J'ai tendance à être très passionné par le travail du centre, mais heureusement, Joanne Charret, notre vice-présidente, notre nouvelle vice-présidente aux communications, m'a écrit un texte pour me maintenir dans les temps. Alors, je vais lire ce texte. Et comme Monty l'a mentionné, nous avons adopté un nouveau plan stratégique cette année qui actualise notre vision du CRDI, de ce qu'on veut accomplir et qui va nous permettre, on l'espère, d'étendre notre rayonnement au niveau canadien et au niveau international. J'aimerais remercier tous les gouverneurs pour leurs conseils, également leur soutien
et leurs avis qu'ils nous donnent de façon extrêmement appropriée lors des rencontres et entre les rencontres pour que nous puissions nous engager sur cette nouvelle voie extrêmement dynamique. Nous sommes un fier membre de la famille des affaires étrangères et du développement du Canada. Nous contribuons à faire progresser les priorités du Canada en matière de développement international et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec la nouvelle ministre Bibeau que moi et Monty avons rencontré ce matin et qui a été extrêmement cordiale avec nous et pour l'aider à atteindre ses objectifs et nos objectifs. Cette année, comme Monty le mentionnait, nous avons entrepris de mettre en œuvre notre nouvelle stratégie qui s'appuie sur une vision très simple et très claire, savoir, innovation et solutions, en vue d'améliorer les conditions de vie des populations dans les pays en développement. Et nous avons mis au point 3 objectifs afin de nous orienter tous dans notre travail. Maintenant, pour les succès de recherche financés par le CRDI, afin d'avantager le plus de personnes possible, nous avons besoin de renforcer ces résultats. Notre soutien pour l'engagement du Canada, afin d'améliorer la salubrité des aliments dans le monde en développement, offre un de ces exemples. Comme vous le savez, depuis 2009, le CRDI a établi un partenariat avec les affaires internationales, c'est le nouveau mot pour le MAECD, dans un effort de 124 millions de dollars afin d'augmenter la recherche sur la salubrité des aliments. Nous sommes présents dans 22 pays et nous avons financé plus de 140 innovations dans le monde de l'agriculture. Donc, tout cela est dans le déploiement en cours. Au début, nous voulons atteindre 110 000 agriculteurs avec ces innovations. Nous savons maintenant que nous avons plus de 300 000 agriculteurs. Nous espérons que d'ici 2019, nous aurons atteint le million et que ces projets auront atteint de nombreux millions. Voici 2 exemples qui sont très simples. Nous avons travaillé dans l'Afrique de l'Ouest sur le microdosage et l'irrigation en offrant une irrigation au goutte à goutte et un petit peu d'eau dans la bonne condition au bon moment et nous avons de meilleures récoltes et nous avons épargné beaucoup d'eau pluviale dans ces conditions délicates. Nous avons également triplé les revenus grâce à un meilleur rendement, grâce à une récolte de qualité. Nous avons travaillé davantage avec les femmes pour la question des petits pois, qui est vraiment importante dans beaucoup de régions. Donc le Canada est un leader, un chef de file dans la recherche lorsqu'il est question de mettre au point ces variétés. Pour mettre ces exemples-là à l'échelle, ça représente toujours un défi pour une organisation comme le CRDI. Et c'est là qu'entre en jeu le pouvoir des partenariats qui est notre deuxième objectif. Être le partenaire de choix pour produire un impact plus important. Cela nous engage à élargir notre base de partenariats. Nous devons trouver les partenaires qui sont mieux capables que nous d'atteindre des millions de personnes. En réalité, nous avons amener les partenariats à la base de notre modèle d'affaires. Pourquoi? Pour promouvoir le changement à grande échelle, notre premier objectif, comme je l'ai dit plus tôt, nous devons étendre ce filet afin de trouver les partenaires qui peuvent renforcer ces solutions. Et laissez-moi vous donner quelques exemples de nouveaux partenariats, plus particulièrement avec le secteur privé qui nous promet d'atteindre cet objectif. Récemment, nous avons signé un partenariat de 2 ans avec Tim Hortons, le spécialiste en café, et le centre de recherche de Colombie, Sénicafé. Le café est tout à fait crucial aux moyens de subsistance d'au moins 2,5 millions de Colombiens et touche la stabilité sociale. Nous savons que les défis liés au climat représentent une menace sérieuse aux moyens de subsistance alors que les conditions changent. Cette collaboration recherche des solutions afin d'améliorer la résilience au changement climatique des 600
000 producteurs de café de Colombie et le secteur précieux du café. Les producteurs du café auront accès à toute une étendue d'adoption et de variétés de plantes résilientes au climat. La recherche que commandite le CRDI offre de nouvelles variétés de café plus résistantes au changement climatique, ainsi que d'offrir une technologie, des outils de technologie et des pratiques d'agriculture qui peuvent être enchâssées dans le contexte social. Ces innovations sont capturées par Ciné Café, la coopérative des agriculteurs qui produisent du café en Colombie, et Tim Hortons offre un soutien à ces parties intéressées, les parties intéressées de Ciné Café, afin de comprendre la technologie qui a été mise au point par les chercheurs. Donc, c'est un partenariat où tout le monde gagne. Ainsi, nous avons un meilleur café qui est mieux résistant et qui résiste au changement climatique. Nous avons une plus grande production et ce qui donne à Tim Hortons un approvisionnement stable de café. J'espère que vous buvez du café Tim Hortons lorsque non, on ne boit pas de café Tim Hortons, mais je n'y crois pas. Et au niveau mondial, cela pourrait toucher jusqu'à 125 producteurs de café dans le monde. De partenariat de 3 ans avec Développement International Desjardins, la Société de développement international du plus grand groupe coopératif financier du Canada, qui offre des services accessibles dans les pays en développement depuis plus de 45 ans. Desjardins apporte à ce partenariat les liens solides qu'il a tissés avec des associations coopératives en Afrique et toute son expertise pour offrir des services et des outils financiers, souvent le facteur limitant dans l'acquisition et l'utilisation d'innovations. Comment les petits fermiers et les petites fermières peuvent avoir accès au crédit, peuvent avoir accès à des conseils pour pouvoir faire croître leur entreprise et accéder à ces solutions qui existent. Une diffusion plus large de nos innovations, comme l'irrigation goutte à goutte que je mentionnais plus tôt, dans les pays du Sahel, constituerait une solution gagnante pour tous, s'appuyant sur les forces des deux partenaires. Un dernier exemple, en Inde, nous finançons le développement de bases de données consultables reliant les entreprises dirigées par les femmes et les acheteurs internationaux. Le programme WeConnect International est l'organisme sans but lucratif qui aide à établir ces liens. En Inde, près de 600 entreprises dirigées par des femmes se sont déjà inscrites au projet pilote et nous comptons que WeConnect étende son réseau à plus de 17 autres pays sous peu. The strength of our relationships with Donc, la force de ces relations avec ses partenaires est un hommage aux membres du personnel du CRDI. Au cours des années, le CRDI a soutenu le travail de milliers de chercheurs brillants autour du monde. Et c'est l'équipe d'experts du CRDI qui a compris la valeur de leur travail ou qui a prévu le potentiel pour contribuer au progrès dans de nombreux domaines. Et ce qui m'amène à notre troisième objectif, qui est de créer les leaders d'aujourd'hui et de demain dans la science. Le CRDI soutient, a aidé à obtenir la voie pour les transitions décourageantes vers la démocratie. Des leaders remarquables tels que Nelson Mandela et l'ex-président chilien Ricardo Lagos ont reconnu la contribution du CRDI envers la transition démocratique. Oui. Leaders remarquables. Et d'ailleurs, je vous invite à visiter le canal YouTube du CRDI et à visionner notre nouvelle série de vidéos Leaders en action ou Chefs de file en action qui présente des entrevues dans les 2 langues officielles avec des bénéficiaires de subventions passées et actuelles. Vous pourrez, par exemple, y découvrir les travaux d'impressionnants chefs de file de la recherche en santé, comme les docteurs Peter Piot et Dominique Corti, qui racontent dans leurs propres mots leur expérience. Peter Piot est la personne qui a co-découvert le virus Ebola. Et Dominique Corti est la fille de Lucien Teasdale qui a fondé un hôpital dans le nord de l'Ouganda et qui donne des services de santé à plus de 300 000 personnes par année, avec qui on a développé des partenariats de recherche au cours des années. Certains autres de nos chefs de file ont été reconnus pour leurs travaux exemplaires. Un projet sur le climat en Ouganda, financé par le CRDI, vient tout juste de recevoir la semaine dernière le prestigieux prix Élan pour le changement de
l'Organisation des Nations Unies. Ce projet est l'une des 16 initiatives climatiques qui changent la donne partout dans le monde et qui seront honorées à l'occasion de la conférence de Paris sur les changements climatiques en décembre. Et soulignons, et je tiens à le souligner, que le CRDI et son personnel sont des leaders en recherche pour le développement dans les changements climatiques, et ce, depuis plus de 10 ans, et reconnus comme tels à travers le monde. Monty, je crois que c'est une année remarquable que nous avons eue, mais il est temps maintenant de vous présenter une illustration parfaite de ce qu'on appelle un leader en action, un chef de file en action. Souvent, lorsqu'on célèbre un récipiendaire, mais il est rare que nous célébrons les propres membres de notre personnel, et aujourd'hui, nous avons demandé au Dr Dominique Charron de parler, et Monty, veuillez présenter Dominique Charron. Well, thanks very much. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, Jean. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter la première lauréate du prix d'excellence de la fonction publique au CRDI, Madame Dominique Charron. Dominique a reçu le prix à titre de représentante du groupe qui est intervenu dans la crise du virus Ebola. Et nous sommes très fiers d'elle. Dominique s'est jointe au CRDI en 2006 pour diriger notre programme Écosystème et santé humaine. Depuis lors, elle a assumé la direction du programme Agriculture et Environnement, la direction d'un groupe d'experts qui supervise les efforts du CRDI dans des domaines stimulants comme la sécurité alimentaire, les changements climatiques et la salubrité de l'environnement. Dominique est titulaire d'un doctorat en épidémiologie et d'un autre doctorat en médecine vétérinaire de l'Université de Guelph. Avant d'entrer au CRDI, elle a géré un programme de recherche portant sur les liens entre les changements climatiques et les maladies infectieuses à l'Agence de santé publique du Canada. Aujourd'hui, Dominique va nous raconter l'histoire de la dernière éclosion d'Ebola en Afrique. Elle nous parlera du début de cette flambée épidémique et elle va parler de comment le Canada a réagi. Elle nous en tiendra également des défis à venir. Veuillez accueillir Dominique. Merci, Monty. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi d'être ici pour vous parler de cette histoire vraiment passionnante dont on a beaucoup entendu parler dans les médias. Je vais parler dans les deux langues officielles. L'éclosion de l'Ebola dans l'Afrique de l'Ouest qui a coûté plus de 11 000 vies et a rendu plus de 28 000 personnes malades semble heureusement arriver à sa fin, en partie grâce à l'aide d'un vaccin canadien expérimental. Et le Centre de recherche sur le développement international a fait partie de cette réussite. Je vais vous en parler. C'est un récit de triomphe, de travail en équipe pour s'attaquer à une crise en temps réel. Et nous sommes extrêmement fiers du rôle que nous avons joué à cela. Comment est-ce que cette histoire a commencé? Le jour après Noël, 2013, un bambin est mort d'une diarrhée grave. Voilà, dans un tout petit village, dans un endroit isolé du sud-est de la Guinée, près des frontières avec le Sierra Leone et le Libéria. Malheureusement, la mort d'un jeune enfant est assez fréquente dans ce pays, avec 1 sur 10 enfants en Guinée qui meurent avant l'âge de 5 ans. La maladie s'est propagée aux membres de la famille de l'enfant et a été transmise aux personnes qui ont cherché à les aider, les guérisseurs traditionnels, les médecins et les infirmières à un hôpital à plusieurs heures de route de là et beaucoup d'autres. Mais parce que les symptômes ressemblaient beaucoup à des maladies bien connues, les spécialistes de santé ne savaient pas ce qui arrivait. To our knowledge, this child was the first Ebola case, which was at the origin of this epidemic, y compris les États-Unis, et ce par la voie des airs. Jamais une épidémie d'Ebola n'avait été signalée auparavant dans cette partie de l'Afrique, ce qui a compliqué son dépistage. By the time it was discovered to be Ebola, the virus had a devastating... Quand on a découvert que c'était l'Ebola, le virus avait déjà une avance de 3 mois et on perdait le contrôle de sa
propagation. Comme vous pouvez voir sur cette carte du taux cumulatif des infections, c'est devenu l'épidémie la plus grande, la plus sévère, la plus complexe de l'histoire. Et c'était une situation d'urgence en santé publique à l'échelle mondiale. Quelle en était l'origine? Le virus l'Ebola vit sans cause et de tort dans des animaux et pour des raisons qu'on ne connaît pas pourquoi, de temps à autre, pour des raisons inconnues, elle peut se propager aux êtres humains qui sont exposés à des espèces sauvages infectées. Les singes morts et des primates qui servent d'aliments et l'exposition aux chauves-souris ont été la source de flambées précédentes dans d'autres parties de l'Afrique et ont peut-être joué un rôle dans l'Afrique de l'Ouest. D'après certaines sources, 75% des maladies humaines proviennent des animaux. Une autre maladie animale a contribué à l'élaboration du vaccin contre l'Ebola. Il y a environ 12 ans, le Dr Heinz Feldman et son équipe du laboratoire de l'Agence de santé publique du Canada à Winnipeg ont entrepris de créer un vaccin contre Ebola, basé sur un virus animal nommé stomatite vésiculaire. Leurs travaux visaient à manipuler le virus afin que le système immunitaire humain le perçoive comme le virus Ebola et qu'il produise des anticorps pour prévenir la maladie, mais sans risquer de transmettre la maladie, comme le démontre ce schéma un peu compliqué. Au moment de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, ce vaccin expérimental s'était révélé efficace en laboratoire pour protéger les animaux contre Ebola, mais il n'avait jamais été testé chez les humains. Il devait donc être testé de la façon la plus rapide et la plus sécuritaire possible pour connaître son efficacité face à l'épidémie faisant rage en Afrique de l'Ouest. This kind of vaccine testing normally takes... Ce genre de mise à l'essai de vaccin prend des années normalement. Il n'avait jamais été tenté auparavant pendant une épidémie de cette ampleur. Qu'est-ce que le CRDI a fait? Avec les Instituts canadiens de recherche en santé, l'Agence de la santé publique du Canada et le ministère des Affaires étrangères et du commerce international du Canada, le CRDI a collaboré l'automne dernier pour travailler avec des partenaires à l'échelle internationale pour appuyer la mise à l'essai d'un vaccin en Afrique. Des tests préliminaires pour les êtres humains, pour la sécurité pour les êtres humains du vaccin canadien avaient été effectués à la fin de 2014 et donc on pouvait aller de l'avant pour mettre à l'épreuve ce vaccin à plus grande ampleur. Mais comment est-ce qu'on peut le faire pendant une épidémie dangereuse dans un pays très pauvre comme la Guinée? Normalement, pour savoir si un médicament ou un vaccin est efficace, on en fait des tests dans une expérience contrôlée qu'on appelle un essai clinique. Le protocole idéal, c'est une étude randomisée à double insu. Un groupe de participants reçoit le vaccin sans le savoir et les résultats sont comparables avec les membres d'un groupe qui n'a pas reçu le vaccin, mais plutôt un substitut inactif ou un placebo. S'il y a une différence assez grande entre le nombre de personnes qui tombent malades entre les deux groupes, on a démontré l'efficacité du vaccin. C'est le vaccin contre le virus Ebola en Guinée. Étant donné les difficultés logistiques, les barrières linguistiques, le faible taux d'alphabétisation et la méfiance générale de la population face à l'intervention internationale, il était impossible de recruter suffisamment de participants pour un essai clinique traditionnel. De plus, sur le plan éthique, il était impensable de priver pendant bien longtemps de vastes groupes de personnes d'un vaccin susceptible de leur sauver la vie. L'équipe scientifique internationale a élaboré une approche novatrice qui nécessiterait moins de participants qu'un essai traditionnel et mettrait l'accent sur les groupes les plus à risque d'être exposés au virus. Cet essai pourrait révéler comment aussi utiliser le vaccin pour mettre fin à l'épidémie. C'est une approche vaccination en anneaux.
Proven vaccines have been... Des vaccins à efficacité démontrée ont déjà été utilisés pour mettre fin à des épidémies au moyen de techniques de vaccination en anneaux. Voilà comment ça fonctionne. Quand on découvre un cas de maladie, tous les contacts de la personne malade, les membres de la famille, les amis, les voisins sont vaccinés afin d'empêcher la propagation du virus. Voici l'anneau. Pour plus de sécurité, les contacts des contacts sont aussi vaccinés. L'idée, c'est d'interrompre la continuation de la transmission de la maladie sans avoir besoin de vacciner toute la population, ce qui est très difficile et coûteux. C'est la démarche qui a été employée pour l'éradication de la variole et qu'on utilise aussi dans la lutte pour l'éradication du polio à l'heure actuelle. Pour notre essai clinique sur le vaccin contre l'Ebola en Guinée, on a utilisé un protocole de vaccination en anneaux avec une modification qui permettrait aux scientifiques de déterminer l'efficacité pour 2 groupes de participants. Selon un procédé de randomisation, on a vacciné certaines personnes immédiatement et d'autres quelques semaines plus tard. Ensuite, on pourrait comparer la différence entre les 2 groupes, s'ils étaient plus ou moins enclins à manifester les signes de la maladie d'Ebola. Dans le projet, nos partenaires sur le terrain en Guinée nous ont clairement fait comprendre qu'il y aurait beaucoup de résistance face à un essai de vaccin en pleine épidémie. Il fallait que les Guinéens aient confiance dans les personnes chargées des essais et qu'ils s'identifient à elles. Cependant, les experts de la santé et le personnel médical de la Guinée travaillaient déjà à la limite de leur capacité dans la lutte contre Ebola. Au total, 78 médecins, infirmières et sages-femmes de la Guinée avaient déjà été emportés par la maladie. La Guinée aurait besoin d'aide. Le financement du CRDI et de nos partenaires canadiens a permis de soutenir le professeur Sambasso du Centre pour le développement des vaccins du Mali et son réseau d'experts africains et internationaux. Ils ont formé une vaste équipe de Guinéens pour mener l'essai. Cette présence rassurante d'experts et de personnel africain a contribué directement au succès éventuel de l'essai clinique. Les experts canadiens étaient aussi essentiels à la réussite de l'essai. Les Canadiens ont fourni un examen par les pairs du protocole de l'essai clinique. Ils ont aussi dirigé le comité de surveillance des données relatives à l'innocuité et ils ont co-présidé le comité consultatif d'experts pour l'essai. Même avec la nécessité de rapidité maximale possible pour la communauté internationale, les essais cliniques doivent être préparés avec très grand soin, surtout avec une population hautement vulnérable comme on avait. Donc, le 1er avril 2015, l'essai clinique a commencé, plus d'1 an après le premier cas décelé. Et dès le 20 juillet 2015, 7651 participants avaient été compris dans l'essai. Les résultats préliminaires étaient bien meilleurs qu'escomptés. Premièrement, le vaccin était très sécuritaire. Aucun effet adverse grave était lié à ce vaccin. Deuxièmement, le vaccin semblait prévenir la maladie. Parmi ceux qui recevaient le vaccin immédiatement, aucun cas d'Ebola se sont manifestés. Malheureusement, parmi ceux qui ont dû attendre 3 semaines avant d'être vaccinés, 16 cas ont été reportés. Le comité de surveillance des données relatives à l'innocuité est responsable pour la validité de l'essai et l'Organisation mondiale de la santé ont aussi jugé que le vaccin était sécuritaire et semblait être efficace. L'essai a également démontré que la vaccination en anneaux pouvait être utilisée pour freiner l'épidémie. C'était une merveilleuse nouvelle dans la lutte contre l'Ebola. Depuis le 20 juillet, l'essai a compris la vaccination immédiate de tous les contacts admissibles des cas en Guinée et au Sierra Leone en se servant du protocole de la vaccination par anneau. Le Sierra Leone est maintenant libre d'Ebola, ainsi que le Libéria. Et même si plus de 500 contacts sont présentement suivis en Guinée, la fin de la lutte est en vue.
Alors, qu'avons-nous appris? Les résultats de l'essai du vaccin en Guinée sont remarquables et nous en sommes très fiers. Nous sommes très fiers d'avoir participé à cette percée dans la lutte contre la maladie de l'Ebola. Mais il y a des leçons d'ordre plus général aussi. Malgré l'émergence du VIH, du SRAS, de l'influenza pandémique et la grippe aviaire et de nombreuses flambées d'Ebola en Afrique au cours des dernières décennies, nous n'étions pas bien préparés. Nous connaissons trop peu de choses au sujet de l'Ebola et d'autres maladies dangereuses. Pendant plus d'une décennie, le CRDI a soutenu des réseaux d'experts en Asie, en Afrique et en Amérique latine, de divers pays, de différents domaines de recherche, dans leurs travaux pour mieux comprendre les maladies émergentes et pour arriver à comprendre comment le changement environnemental, les pratiques agricoles et sociales peuvent influencer les risques de maladies. Des épidémies chez les humains. Nous avons également appris ce qui peut être accompli en partenariat ensemble au Canada et à l'échelle internationale pour tester rapidement de nouveaux vaccins et traitements, même en période de crise. But we also know that a new vaccine... Mais nous savons aussi qu'un nouveau vaccin, quelle que soit son efficacité, ne suffit pas à lui seul. Il y a un grand besoin d'investir à créer des systèmes de santé plus robustes dans les pays en développement, améliorer les soins de santé et l'expertise en santé là où les maladies émergentes vont plus probablement émerger et se propager. Il faut s'investir à renforcer les capacités de détection et de dépistage en Afrique et à d'autres zones à risque élevé. Nous avons compris l'importance de rendre plus accessible l'information fiable au public en matière d'urgence, ou plutôt dans des situations d'urgence en matière de santé, pour mieux contrôler la propagation de la maladie. Le CRDI appuie la Fédération mondiale des journalistes scientifiques pour aider les journalistes africains à mieux comprendre et à faire écrire de façon plus efficace sur des enjeux en sciences et en santé publique pour mieux informer le public, alors que le monde vit un développement économique de plus en plus rapide, le changement climatique, une plus grande mobilité. Nous cherchons à créer des moyens de promouvoir le développement durable et intelligent pour conserver une quantité suffisante pour gérer la croissance afin de diminuer les risques de transmission de pathogènes dangereux aux humains. Cette fois-ci, l'Ebola nous a démontré que les épidémies de ces maladies ne sont pas seulement un enjeu pour des experts en santé publique, c'est aussi un enjeu d'ordre social, un enjeu du développement, un enjeu de la sécurité mondiale, et il nous faut comprendre l'importance de partenariat et de leadership fort entre les moments de crise pour prévenir ce genre de tragédie. Il reste encore beaucoup à faire et le CRDI cherche à continuer ces partenariats importants et à soutenir les experts africains pour que nous soyons mieux préparés la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup, Dominique. C'était merveilleux et ça me rend très fière. Alors, mesdames et messieurs, c'est maintenant le moment de vous écouter. N'hésitez pas à nous poser des questions en français ou en anglais, selon votre préférence. Nous vous demandons de vous servir des micros. Alors, on vous demande de venir au micro, de vous identifier alors que vous arrivez au micro. Donc voilà, à vous la parole. Je m'appelle Gladys Omadé. Je suis avocat formé au niveau international. Docteur Dominique, j'aimerais vous remercier sincèrement pour votre présentation. Vous avez parlé de le côté international et vous avez parlé que vous avez travaillé avec les journalistes. Mais qu'est-ce que le CRDI fait vis-à-vis les politiques pour les pays occidentaux de l'Afrique pour leur permettre
de mieux contrecarrer cette épidémie et l'identifier. Est-ce que vous m'avez compris? Qu'est-ce que le CRDI fait dans ce domaine pour créer l'ambiance nécessaire et la politique nécessaire pour créer une meilleure identification et détection de cette épidémie? Merci beaucoup, Gladys. Nous avons plusieurs efforts déployés pour renforcer les systèmes de santé partout dans le monde, y compris dans l'ouest de l'Afrique, par notre programmation de santé maternelle et des enfants, par le biais du gouvernement du Canada, avec concentration particulière de renforcer les systèmes de santé. Et entre les urgences où nous travaillons main dans la main avec des experts pour mieux comprendre les besoins et comment mieux fournir ces services dans des régions plutôt isolées et difficiles à y accéder pour mieux répondre aux épidémies. Évidemment, cela ne suffit pas. Ce que nous avons vu dans l'ouest de l'Afrique, dans une période de post-guerre, et la misère et la pauvreté qui existent, l'ont laissé grand ouvert à cette épidémie qui est ressurgée. On se concentre pour renforcer les systèmes de santé pour une meilleure santé, mais une meilleure surveillance. Nous avons renforcé les systèmes de surveillance dans l'Asie du Sud-Est où nous avons combattu l'influenza aviaire il y a une dizaine d'années. S'il y a une autre crise dans le sud-est de l'Asie, n'est pas due à nos efforts, mais tout est interlié aux différents ministères du gouvernement et leur capacité pour répondre et créer plus de capacité à répondre. Et on aimerait voir cela aussi pour l'Est de l'Afrique. Merci pour votre question, Gladys. Et pour compléter ce que Gladys vient de dire, elle a signalé ce professeur, le docteur Sambasao, et c'était clé, cet élément, pour être avec le monde du coin, de la région, et avec l'équipe de la région. Au niveau, disons, général, nous sommes très forts dans cela, développer la capacité, leurs équipes et leurs organisations dans les domaines où tout se passe. Et bien, être bien plus agile et flexible pour répondre à de telles crises telles que l'Ebola. C'est une de nos forces motrices de notre travail. Aussi pour investir dans quelques domaines qui sont peut-être pas très populaires. Quand on a élaboré un programme pour les maladies et maladies émergentes que Dominique est le chef de cette équipe, quelqu'un nous a demandé dans cette équipe pourquoi vous le faites, il n'y a pas de crise. Et la seule chose que je pouvais vous signaler, c'est que précisément quand vous voulez investir dans la recherche, quand il n'y a pas de crise. Donc nous avons le temps pour faire les bons protocoles, à intervenir avec les personnes appropriées et trouver multiples solutions à un problème. Nous pouvons répondre comme Monique a fait brillamment avec l'équipe du CRDI, mais nous devons aussi continuer ce travail. Et si vous me posez la question quel est le plus grand défi, c'est l'intérêt perdu parce qu'il n'y a plus de crise. Mais on doit continuer à faire le travail, c'est ce qu'on fait précisément au CRD. Merci beaucoup, Jean. Monsieur. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le CRD. Je vous remercie pour tout le bon travail que vous faites. Je m'appelle Anwar Islam. J'ai travaillé pour le CRD il y a fort longtemps, dans les années 80 et 90.
Peut-être on aurait pu avoir avant le début de la réunion une minute de silence pour les personnes décédées à Paris. Après cet incident plutôt très tragique, la grande réaction allait bombarder et mitrailler ses adversaires. Le Canada a un nouveau gouvernement et le Canada aimerait faire quelque chose de différent pour contrecarrer l'extrémisme. Je crois qu'il pourrait y avoir 4 façons d'attaquer cette question de la recherche par le CRDI. Et pourquoi le monde en France ou au Royaume-Uni sont inspirés à devenir des terroristes à l'étranger. C'est la question éducation, création d'emplois, formation, et qui pourrait empêcher ce monde d'aller à l'extérieur de leur propre pays. Deuxièmement, avoir une raison d'institutions et de personnes à travers le monde qui aimeraient se joindre pour faire les choses différemment. Aller bombarder ailleurs, ce n'est pas la réponse idéale. Et je crois que le gouvernement canadien, le nouveau gouvernement canadien et le CRD pourraient trouver quelques programmes qui pourraient contrecarrer ces idées et trouver de nouvelles idées. Merci beaucoup. Jean, merci beaucoup Anwar pour cette question qui pourrait me prendre toute une heure. Et Monty dit, je vous empêcherai de faire toute une heure de réponse. Mais je vais l'interlier à une question que j'ai reçue par courriel. Comment est-ce qu'on établit notre orientation stratégique et nous avons un nouveau plan quinquennal. Cela est issu de consultations que nous avons faites au niveau international dans chaque région où nous fonctionnons et les personnes qui travaillent avec nous et aussi en dehors du CRD. Nous faisons la même chose au Canada. Nous avons fait des sondages de quelques 45 des 103 présidents, vice-présidents des universités parce que c'est eux qui ont accepté de participer dans cette consultation. Nous avons des relations avec Global Affairs, société civile et essentiellement avec notre propre personnel qui sont des experts dans ce domaine. Dominique, par exemple, nous a amplement démontré cela pour l'Ebola. Nous avons une partie de nos programmes qui traitent de cette question qui pourrait être à la base de tous ces défis que nous voyons au niveau mondial. Pauvreté, emploi, questions de santé, qui ne sont pas essentiellement le nœud gordien, disons, qui nous emmène au terrorisme. Au sein du CRD, nous avons un programme qui traite de la question de démocratie, la sécurité, de justice, gouvernance, et nous avons un qui fait cela pour la sécurité et justice. Je n'irai pas dans le détail, mais qui traite de toutes ces questions. Nous avons aussi du personnel qui sont des experts dans des questions du Moyen-Orient. Je vois une personne là, Oula Rafai, qui est là au fond. Elle travaille avec notre gouvernement Global Affairs, anciennement Maïsi, pour la question aux Palestine. Elle est grand expert. Elle a utilisé ses connaissances ailleurs. Vous là, vous étiez impliqué il y a 2 ans à essayer d'établir quelle serait l'évolution de ces questions de diaspora et mais la situation ne s'est pas améliorée. Mais il y a toujours une connexion qui se fait tout autour de ces questions qui tournent autour de quelque chose que nous faisons en promotion ici. C'est la question de tolérance, démocratie et justice sociale. Merci pour vos commentaires. Merci beaucoup, Jean. Autre question.
Monsieur. George Ducomé, à la retraite, diplomate canadien. J'ai vu bien des projets CRD dans des pays où le Canada n'avait pas un programme d'aide officielle en Colombie. J'étais très content d'entendre le programme en Colombie pour le café pour Tim Hortons. Mais à la retraite, je suis initié dans plusieurs organisations canadiennes, y compris l'Organisation internationale du Canada qui a reçu l'appui du CRDI qui promue l'entente et le développement international. C'est un appui essentiel parce que bien des organisations ont perdu l'appui officiel, le soutien officiel. Alors, pour l'avenir, quelles sont vos intentions pendant les prochaines années pour soutenir des organisations canadiennes et leurs liens internationaux pour avancer votre cause? Merci. Merci beaucoup, George. Jacobi. Pardon. Monsieur Jacobi, pardon. Question fort pertinente. Il y a eu quelques hoquets dans les organisations de la société civile canadienne, mais je pourrais répondre à cette question parce que je ne fais pas partie de ce groupe. Ils sont venus au CRD pour le financement et viennent toujours et nous offrons toujours de soutien. Ce qui évolue dans notre modèle au programme en faisant notre travail avant d'avoir établi le plan stratégique, plus de 70% de notre soutien aux organisations canadiennes, société civile, recherche académique, est issu d'un petit programme partenariat canadien. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'on a un programme de coordination canadien quand la grosse majorité de ce soutien a lieu à l'extérieur? Donc on a reconnu cela et on continue à soutenir des sociétés civiles par notre programmation habituelle, mais nous avons donné de nouvelles occasions à d'autres. Stephen Meagher pourrait vous parler de cela. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ressources supplémentaires et plutôt de faire petite subvention aux bourses qui créent un fardeau difficile côté administratif. On dit à la société civile, si vous pouvez créer un consortium ou travailler ensemble ou de votre propre chef dans un programme, on serait bien plus intéressé à vous fournir le soutien que vous méritez pour faire votre travail. C'est une approche un tantinet différente. Oui, on fait des subventions plus petites, mais on donne de plus grandes subventions pour cette société civile très active pour avoir leur mot à dire quand on arrive à la recherche pour le développement. Et ça, c'est mon dernier point. Ça doit être au sujet de la recherche. Et ça, c'est notre point essentiel pour le troc échange. Autre question? Oui, monsieur. Je m'appelle Gideon Christian, j'étais anciennement à l'UCRD, je suis professeur adjoint à l'Université Côte-Georges. Merci beaucoup de votre présentation, Dominique, et j'aimerais remercier l'UCRD pour leur contribution qui était clé pour arrêter et on espère éradiquer le virus Ebola de l'Afrique de l'Ouest. Le processus impliqué dans la contribution de l'UCRD contre l'Ebola dans l'ouest de l'Afrique ont impliqué du secteur privé. Et je me réfère à des sociétés pharmaceutiques. Et quand telles sociétés sont impliquées dans cela, la question des droits d'auteur et des brevets sont impliqués.
Alors, comment est-ce que vous et vos autres partenaires ont pu surmonter cette question? Merci. Merci beaucoup, Gideon. Ça fait plaisir de vous revoir. Félicitations. Une question très pertinente. J'ai oublié un tout petit peu dans ma présentation parce qu'on n'a pas tellement de temps. Le vaccin qui a été élaboré au départ par des chercheurs très progressistes dans le laboratoire de la santé publique à Winnipeg a été octroyé à une petite société biotechnique, Newlink, aux États-Unis. Et quand il y a eu cette épidémie de l'Ebola, Newlink avait essentiellement détenait la licence pour développer ce vaccin. Ce vaccin canadien, d'après, c'était le customatite, on l'appelle l'OSV, était un des deux vaccins qui était plus ou moins prêt. L'autre était par GlaxoSmithKline, qui est une grosse société pharmaceutique. La chose la plus extraordinaire qui s'est passée avec cette crise, c'est qu'il y a unification d'intérêt public et privé. Il y avait GSK, Newlink et ensuite Merck, qui est encore une plus grande société pharmaceutique qui est venue nous appuyer les efforts du Newlink pour l'élaboration du vaccin et Johnson & Johnson avec un troisième vaccin un tantinet plus tard. Ces trois sociétés et autres étaient clés pour créer la collaboration et coopération pour faire les essais, pour que la communauté internationale et les différents pays sauraient dès que possible ce qui marchait ou ne marchait pas. C'était pour faire des essais de façon très ouverte, partager les données de façon transparente et tout. Et c'était bien moins compétitif et confidentiel qui est habituel dans l'élaboration de différents médicaments. C'était quelque chose d'essentiel. Et sans cette coopération et ces connaissances pour comment fabriquer et produire de tels vaccins du secteur privé, on n'aurait pas jamais eu pour avoir un vaccin et encore moins trois. Cela a créé un nouvel espace qui est encouragé par l'OMC, mais qui est mené par les sociétés privées, de comment le écosystème d'élaboration de vaccins pourrait être, disons, ajusté pour que le monde puisse avoir accès à des nouveaux vaccins contre des épidémies, des maladies des pauvres. Alors, c'est un bel exemple de l'innovation et possibilité de travailler avec le secteur privé. Monté, si vous me permettez, je vais donner un autre petit exemple de traiter de la question pharmaceutique et vous parler de Terra Incognita, monde inconnu. Nous élaborons quelque chose et Dominique fait partie de cela dans nos relations avec les intervenants pour le Forum économique des Amériques. Au conseil d'administration, j'ai rencontré Sanofi, qui est une société française dans le domaine pharmaceutique. Et ils ont un vaccin qui était efficace pour la fièvre dengue. Mais le coût, c'est fardeau financier économique est de 8 milliards et demi. Quand j'ai dit à Dominique, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas à ce monde? Ils ont un vaccin et nous travaillons depuis 20 ans pour le contrôle environnemental et tout ça. Mais cette maladie est présente dans un insecte qui, dans les endroits de les taudis, etc., et où vous prenez vos vacances hivernales. Et Dominique a dit, Jean, ça ne marchera pas, ça ne marche pas à 60%. Je dis, essayons.
d'avoir une petite discussion. Donc, on joint à Montréal avec le président, avec cette société française, et il dit, je sais que mon vaccin ne fonctionne qu'à 60%. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que la réduction pour les personnes qui entrent à l'hôpital, c'est de 90 à 95% à cause de l'immunité qui est améliorée et la maladie est moins accentuée. Et ce n'est qu'un outil dans la boîte à outils. On n'aura pas une solution pour la fièvre dengue si on ne prend pas un contrôle écologique et implication de la communauté. Dominique et moi, on s'est regardé avec un petit sourire, on s'est dit, ben voilà, ça c'est là où nous sommes forts. Et nous le faisons avec la fièvre dengue. Et tout d'un coup, vous avez Sanofi Pasteur et nous qui disons, on a une possibilité pour le gouvernement d'avoir le vaccin à disposition à prix raisonnable, avec un bon programme, contrôle environnemental, bonne implication communautaire et réduire ce fardeau qui touche bien des pays. Et nous poursuivons tout ce chemin. Je ne sais pas où nous habiterons, mais on verra. Et c'est par cette ouverture et tout cela qu'on peut apprendre et peut apporter toutes ces connaissances, l'innovation, pour avoir une solution. Et cela se passe avec des personnes qui sont engagées pour faire un monde meilleur. Et ça, c'est le résultat final. Ce n'est pas secteur privé ou public, mais comment on peut faire un meilleur monde. Merci beaucoup, Jean. Il y a quelqu'un qui a une question. C'est un peu à préciser. Donc, on s'approche de la fin de notre soirée, mais nous voulons... ce sera la dernière question. J'étais ancien professeur de genre à l'université d'Alvuz et j'étais dans les premiers programmes du CRD dans égalité des sexes. Et j'étais à l'extérieur. Comment est-ce que ces questions sont utilisées de façon linéaire dans vos programmes? Pas seulement, uniquement pour les femmes, mais femmes et hommes, la question de la masculinité et le rôle précisément, le côté masculin dans la question d'âge et que les hommes sont attirés à l'âge et comment cela entrecoupe avec les questions économiques et questions sociales. Alors, j'aimerais entendre vos pensées. Merci de votre question encore une fois. J'ai l'impression que quelqu'un a déjà planté ou planifié ces questions, mais ce n'est pas vrai. Merci encore de votre question sur le genre. Les femmes représentent cet aspect dans de nombreux pays dans le monde et les femmes représentent encore des ressources non puisées. Il y a plusieurs pays qui ont des défis à relever et souvent dans ces régions, la clé vers une meilleure santé pour avoir des bonnes relations familiales et un meilleur environnement social ainsi que l'éducation et d'autres éléments clés se retrouve dans la question des femmes. Donc, nous attirons l'attention vers le genre et d'épanouir les ressources des femmes. Et il faut s'assurer que les femmes fassent partie de nos projets. Les femmes font partie des 3 projets de mise en œuvre. Vous verrez que le genre... Lorsque je parle du genre, lorsqu'il est question d'avoir une portée vers les femmes, tout cela fait partie de notre programme. Je ne suis pas une experte sur l'extrémisme et la masculinité, puisque Jean est un expert sur la question masculine. Désolée. Donc, ça serait vraiment le code de la journée s'il y avait un journaliste parmi nous. Merci de votre question. Écoutez, soyons
humble. Je peux souligner de nombreux projets qui est sexospécifique, le CRDI, qui est vraiment à l'avant-plan de la sélection par le genre dans certains pays de l'Asie. Nous avons entrepris de nombreuses recherches. Nous avons fait des recherches sur la violence sexuelle. En Inde, surtout, notre recherche a fait partie d'une loi suite à des cas de viol qui ont été soulignés à l'international, et l'autre directeur de l'Amérique latine et du Moyen-Orient, et il y a d'autres représentants ici, également de l'Afrique. Simon, vous êtes tous ensemble les directeurs régionaux. La dimension du sexospécifique fait partie de notre programme. Je vous ai déjà donné plusieurs exemples. Nous avons également d'autres outils pour évaluer notre travail. C'est l'évaluation externe de notre programmation. J'aimerais être honnête avec vous. C'est un aspect faible dans notre programme. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas atteindre cet objectif, mais ce sont parfois les récipiendaires qui n'ont pas la capacité ou qui ne veulent pas, ou parfois le personnel a ses limites. Que faisons-nous? Écoutez, nous sommes un organisme en train d'apprendre, et cela fait partie de notre discussion lors de la réunion d'administration, lors de la planification. Chaque programme, que ce soit un programme d'agriculture, que ce soit l'économie inclusive ou notre programme de sciences et technologies, nous avons présenté des activités spécifiques ainsi que des résultats à accomplir en relation au genre. Est-ce que nous allons atteindre cet objectif? On ne le sait pas, car nous sommes en train de mesurer cette question, mais l'année prochaine, si vous revenez, peut-être qu'on pourra vous en dire davantage. Oui, nous avons une série de bons travaux sur la question sexospécifique, ça fait partie du discours, tout le monde veut y arriver. Lorsqu'on va passer le test de la reddition de comptes pour l'évaluation externe, parfois nous avons des défis à relever, mais nous ne sommes pas différents par rapport à d'autres organismes. Ce qui est différent au CRDI, c'est qu'on n'est pas timide de nous exprimer et de dire que c'est quelque chose que nous devons améliorer. Jean et Dominique, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre participation ce soir et merci d'avoir montré votre appréciation et votre participation au CRDI. Nous apprécions votre participation en cette soirée froide de novembre. Nous vous invitons sur ce à rester ici et à aller voir le personnel et les membres du Conseil. Et encore une fois, au nom du CRDI, nous apprécions votre participation. Je vous souhaite une soirée magnifique et merci Monty de votre très bon travail.